Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui je voudrais faire une entorse au stock picking puisqu'on va parler ETF, on va parler tracker et plus particulièrement des ETF qui sont à effet de levier. Donc qui dit ETF à effet de levier dit bêta slippage, et dans cette vidéo je voudrais partager avec vous ce qu'est vraiment le bêta slippage, comment il est calculé. Je vous partage tout ça dans cette vidéo, je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. ETF à effet de levier, bêta slippage, alors Kesako. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur ce que c'est qu'un ETF très rapidement. On va regarder le bêta slippage, quelle est la raison de son existence, comment est-il construit. Et pour ce faire, à chaque fois, on prendra des exemples. Donc j'en prendrai 3. Je prendrai un ETF sans levier, je prendrai un ETF avec levier dans un produit structuré de type LVC ou BX4 qui recopie le CAC en x2. Et on regardera certaines configurations de marché qui sont très particulières avec des gains qui peuvent être énormes à cause de cet effet de levier, mais on verra la limite de ce type de configuration. Alors un ETF, qu'est-ce que c'est ? Donc un ETF, ça s'appelle aussi un tracker, donc c'est un fonds tout simplement qui est coté et qui copie un sous-jacent. Donc il est émis par un émetteur, donc ça peut être par exemple la filiale d'une banque comme Lyxor qui est une filiale de la Société Générale, ça peut être Amundi, ça peut être BlackRock, etc. Donc l'avantage des ETF, c'est que ça réplique de façon assez simple un sous-jacent qui peut être compliqué à construire soi-même. Donc par exemple si vous voulez recopier la performance du CAC 40, du SP500, etc. Vous n'avez pas besoin d'acheter les 500 valeurs du SP500 et de gérer vous-même les pondérations ou les 40 valeurs du CAC 40. Vous avez des ETF spécialisés qui s'occupent de ça. Vous avez juste à vous occuper à acheter ces ETF. Les frais sont plutôt réduits, donc c'est un autre avantage aussi. C'est que là, vous avez des frais qui sont de 0,15% par an à jusqu'à 1% par an. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt commode et puis à frais plutôt modiques. Et la performance est relativement, on va dire, transparente, même si on va voir dans les inconvénients, il faut quand même parfois faire attention. Alors en inconvénient, c'est que vous avez éventuellement une exposition sur les devises étrangères. Alors ça, c'est pas lié aux ETF, c'est pareil quand vous achetez des actifs qui cotent par exemple en USD. Bon, pour autant, il faut savoir vous avez énormément d'ETF qui existent et qui sont cotés en USD. S'ils sont rapatriés par Lyxor en parité euro, forcément, faut pas se leurrer, vous êtes exposé quand même à la devise étrangère. Il faut aussi bien lire la notice parce que vous pouvez très bien avoir des ETF qui sont dits pays émergents, puis vous avez que 40 ou 50% de l'allocation des actifs de cet ETF qui sont dans des pays vraiment émergents. Et vous avez le risque de contrepartie puisque quand vous achetez un ETF, vous achetez pas une part d'une société, vous achetez un produit structuré qui est donc dans le bilan, en fin de compte, de l'émetteur. Même s'il y a des règles prudentielles par rapport au risque de contrepartie, c'est quand même un risque qui est plus fort que quand vous détenez effectivement des actions en titre vif. Alors les avantages particuliers des ETF en levier, donc évidemment c'est vu qu'il y a du levier, ça peut vous booster votre perf. Et les inconvénients, c'est que le levier, en fin de compte, évidemment, ça marche aussi dans les deux sens, donc ça peut énormément détruire votre performance et votre capital. Et le deuxième inconvénient qu'il y a sur les ETF en effet de levier, c'est que vous avez le fameux effet bêta slippage que l'on va détailler ici. Alors le bêta slippage, donc c'est quoi ? Donc ça existe sur les ETF qui sont à effet de levier quotidien. C'est-à-dire que chaque soir, le levier, il est recalculé et c'est à cause de cette façon de faire que le bêta slippage existe. Donc le bêta slippage, il existe dans les deux sens. Donc si vous avez des ETF qui sont plutôt longs sur un indice ou qui sont plutôt short, et donc forcément en intraday, le bêta slippage n'existe pas. Donc si vous achetez un ETF le matin et que vous le vendez quelques heures après dans la même journée, vous n'allez pas avoir cet effet bêta slippage puisque je le rappelle, il est uniquement dû au fait que chaque soir le levier il est recalculé. Et à long terme, il peut y avoir une forte décorrélation entre l'ETF et donc son indice par an. Par exemple, ça peut être en votre faveur ou ça peut être aussi en votre défaveur à cause de ce fameux bêta slippage. Donc ce qu'il faut retenir sur le bêta slippage, c'est que c'est une sorte de modification du levier tous les jours qui engendre éventuellement une forte décorrélation à long terme entre donc le produit ETF et son sous-jacent. Alors en premier exemple, pour se mettre un peu en jambe, on va juste prendre un ETF sans effet de levier. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué.
j'ai pris ici un ETF qu'on a acheté à une valeur de 100 le 10 mai. Et puis supposons que le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, le 14 mai, le 15 mai, il y ait cette performance journalière à la clôture. Et on regarde la valeur en fin de compte liquidative de marché de votre ETF. Donc à 100, si vous faites une journée à plus 4%, vu que vous n'avez pas de levier, vous faites 104. Après, quand vous perdez 3%, vous multipliez par 0,97 pour arriver à 100,88, etc., etc. Je vous ai remis ici les calculs complets. Bon, il n'y a rien de transcendant, c'est du classique de pourcentage. Après, on va prendre maintenant un ETF avec un effet de levier qui est directement intégré dans le produit structuré, comme c'est le faire par exemple Lixor sur le LVC, qui copie x2 le CAC. C'est-à-dire que quand le CAC prend 1%, le produit ETF va prendre 2% au bêta slippage près. Alors c'est remis ici dans la notice, c'est pour ça que je vous ai mis qu'il faut vraiment bien lire les notices. Ici dans ce produit, donc le LVC, vous avez ici quelque chose qui est bien identifié. En raison du réajustement quotidien du levier effectué dans l'indice de référence, la performance du fonds ne sera pas égale au double de la performance de l'indice par an et pourra même suivre une évolution de sens contraire. Donc on va prendre maintenant un exemple pour le LVC. Donc j'ai remis ici les mêmes journées que l'exemple tout à l'heure avec ici l'ETF qui était sans levier, puis j'ai remis les valeurs qu'on avait calculées tout à l'heure. Et là j'ai remis l'ETF avec effet de levier. Donc ici, supposons qu'on ait acheté aussi 100 cet ETF LVC, on se prend 4% en journée, vu qu'on est avec un levier 2, on se prend en fait 8%, donc on arrive à 108. Après on perd 3%, donc en fait on perd 6%, donc là il faut multiplier par 0,94 pour arriver à cette valeur, bon, etc., etc., etc. Et au final, on arrive à une performance globale de moins 2,7% en clôture du 15 mai, ce qui fait qu'on a perdu un peu plus que 2 fois plus l'indice en fait normal qui fait que moins 1,2%. Donc ça c'est dû au bêta slippage. Donc je vous remets ici les calculs avec le levier 2 ici en jaune. Alors maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va regarder comment est construit ce fameux levier et que se passe-t-il lorsque tous les soirs l'émetteur remet le levier du LVC dans notre exemple, il le remet à 2. Donc j'ai remis ici la valeur en fin de compte du 10 mai où on était à 100, le 11 mai, le 12 mai, le 13 mai, avec ici toujours les mêmes variations quotidiennes. Et on va détailler un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur du produit structuré en forme de levier. Donc si je prends l'ETF qui est donc en levier 2 journalier, on l'a acheté à 100, comme ici ou comme ici. Et vu qu'on est en levier 2, dans le produit structuré, il y a une dette à hauteur de 100. Ce qui fait qu'au total, on a bien 200 et quand on fait le total divisé par la valeur en fait de marché, on a bien un levier de 2. Arrive alors la journée de 4%, comme on l'a vu, on gagne nous en fait 8%, donc de 100 on passe à 108. Comme la dette n'a pas bougé, on a une dette qui est restée à 100 et donc on arrive à un total de 208 et là en fin de compte on se retrouve avec un levier qui a un petit peu baissé puisqu'au lieu d'avoir 2, on n'a plus que 1,93 et vu que dans la notice il est mis qu'on passe tous les soirs à un levier de 2, et l'émetteur il s'arrange pour remettre de la dette dans le produit de manière à ce qu'on ait encore 108 pour avoir 216 et donc vous avez toujours un levier de 2. Et donc après arrive la journée où on perd 3%, donc on perd 3% sur les 216, ce qui fait qu'en valeur on arrive à donc 101,52. Et là on a une dette qui n'a toujours pas bougé par rapport à la veille qui était de 108, et là on se retrouve avec un levier qui dépasse 2, puisque tout simplement on a énormément perdu de valeur sur le marché. Et donc là, l'émetteur refait son job, c'est-à-dire qu'il remet le levier à 2, de manière à ramener la dette de 108, il la ramène à 101,52, comme la valeur en fin de compte de clôture, de manière à avoir un levier de 2, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on arrive à 97,26 qui correspond à une perte de moins 2,7 qui est donc un peu plus élevée que 2 fois plus forte la perte de normalement l'indice de référence. J'ai remis ici un extrait de la notice du LVC où il donne les performances cumulées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ici vous avez la valeur de l'ETF avec sa performance. Vous avez ici l'indice de référence, donc c'est le CAC 40 x 2. Quand on voit que le CAC 40 x 2 fait moins 5,73, l'ETF fait moins 5,8, moins 13,56, moins 13,76, etc., etc. On peut voir qu'à chaque fois, en fin de compte, vous vous retrouvez ici avec une config où l'ETF en levier fait beaucoup moins que
l'indice de référence qui est l'indice x2. Après, je vais vous montrer certaines configurations, on va en prendre une, puisque dans certains cas, quand vous avez un levier structuré cumulé avec un marché qui est en forte tendance, donc le levier qui est recalculé tous les soirs, il amplifie beaucoup plus fort la performance du sous-jacent. Je vais prendre ici le T3Q, qui est un levier 3 sur le Nasdaq 100, qui est coté en USD, comme ça on s'affranchit en plus de la parité euro-USD, et on prend le Nasdaq 100 en points. Donc en termes de graphe, ça fait ça. J'ai mis ici la comparaison avec une base 100 sur fin 2007. Supposons que sur 5 ans, on ait acheté l'ETF T3Q et qu'on l'ait gardé. Donc on a ici en bleu la valorisation de l'ETF qui est en levier 3. Vous avez ici en orange la valorisation du Nasdaq 100. Et ce qu'on constate, c'est que lors du plus haut de fin 2021, vous avez l'ETF qui avait fait quasiment x9 puisque plus 834%. Et vous avez le Nasdaq qui a seulement fait plus 179%. Et lorsqu'on regarde après avec le crack ici, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 mai 2022, on voit qu'ici vous avez l'effet de levier qui marche dans les deux sens, la monstrueuse dégringolade où on passe de quelque chose comme 830%, on arrive ici à 224%, alors que le Nasdaq il passe de, il était à plus 180%, il passe à plus 107%. Vous avez ici l'énorme effet de levier x3 et on va détailler pourquoi cet effet il est monstrueux. Tout simplement, il est lié à la façon dont est gérée la dette à l'intérieur du produit. Donc si je prends le T3Q qui fait un levier donc x3, on l'a acheté à 100 en 2017, donc en dette on avait 200, donc on avait un total de 300, donc ce qui fait bien qu'on avait un levier de 3. Ici, si je prends sur fin 2021, ici on était à 834%, donc en gros l'ETF était à 900 quelque chose, plutôt 934, bon je l'ai arrondi à 900, ce qui fait que la dette elle était 2 fois plus pour avoir toujours ce levier de 3, donc on avait à ce moment-là une dette qui était de 1800, donc la dette en fin de compte elle était passée de 200 à 1800, tout simplement parce que le marché avait été très haussier dans cette période sur les 5 ans. Donc là, c'est vraiment une config de marché où ici, vous avez eu une énorme accélération et une énorme, un énorme effet boule de neige de la dette qui, cumulé avec le fait que le marché est plutôt en tendance haussière, a énormément apporté de surperformance, au tracker. Pour autant, ici, lorsqu'on est avec un effet de renversement, vous vous retrouvez à vous renverser ici avec une dette qui est monstrueuse, c'est-à-dire 1800. Et donc forcément, ça veut dire qu'ici, vous avez fait la dégringolade du Nasdaq avec une dette qui était monstrueuse et qui donc appuyait énormément sur les cours. Et donc maintenant, le 23 mai 2022, on se retrouve avec à peu près, on va dire un cours qui est à 325. Et vous avez la dette qui a donc énormément divisé, été divisée aussi à 650. Et donc on a bien toujours notre levier de 3. Donc voilà pourquoi vous pouvez avoir dans certaines configurations, quand vous avez des marchés qui sont en forte tendance haussière, la dette qui s'accumule, qui va amplifier encore plus la hausse de votre ETF. Et quand il y a un retournement de marché, c'est la limite. Bien comprendre que le levier marche effectivement dans les deux sens. Vous avez tout ce paquet de dettes qui était en haut dans le produit structuré, qui a énormément appuyé sur la performance de l'ETF pour se retrouver ici avec une dégringolade qui est assez monstrueuse. Et là, on voit que les cours sont pas loin de bientôt se croiser. Et peut-être qu'ici, on aura la même configuration qu'on a eu lors du crack Covid de mars 2020, où vous avez eu, en fin de compte, la partie ETF qui était passée en dessous, c'est assez spécial, mais qui était passée en dessous du Nasdaq 100. Donc comme c'était écrit dans les notices du LVC, mais c'est exactement la même façon de fonctionner pour le T3Q, vous pouvez très bien avoir en fin de compte une décorrélation entre l'indice de référence qui est ici le Nasdaq et la valeur en fin de compte de votre ETF à cause du fameux levier qui est remis à jour tous les soirs. Alors je vais prendre maintenant un cas particulier qui est celui où il y a un ETF que vous prenez qui lui n'a pas de levier, donc un ETF qui recopie tout simplement le sous-jacent, mais vous fabriquez vous-même votre propre levier. Donc je m'explique.
Pour expliquer ça, j'ai repris exactement les mêmes journées que les cas qu'on a vus avant, avec exactement les mêmes variations. Et ici, c'est ce que vous avez construit. Donc vous avez votre ligne que j'ai appelée levier 2 en propre, où vous avez misé en fin de compte 100. Vous avez contracté un prêt, par exemple, par votre broker qui vous prête 100, et vous, sur les marchés, vous mettez 200. Vous êtes donc en levier 2 par rapport à votre mise initiale. Et ici, dans cette ligne, j'ai mis tout simplement la valeur de votre actif net, c'est-à-dire la valorisation de votre total qui est placé, moins votre dette qui, on va supposer que la dette de 100 que vous avez contractée reste constante tout au long des 5 jours. Donc vous vous retrouvez à avoir mis 200 sur le marché, on se prend 4%, donc vous avez 208. Vous retirez vos 100 de dette, donc vous avez 108. Vous vous retrouvez donc avec 208 qui le soir reste à 208 puisqu'il n'y a personne qui a touché à votre dette. Donc vous avez votre levier qui était de 2 qui passe à 1,92, 1,93. Le lendemain, vous reprenez moins 3% sur 208. Vous retrouvez donc avec 201,76 auquel on retire 100, donc 101,76, etc., etc., etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fin de compte, les variations que vous avez ici sont exactement, strictement équivalentes à 2 fois la variation du sous-jacent. Et j'ai résumé tout ça dans un graphe. Donc en marron, vous avez le sous-jacent. En vert, vous avez l'ETF x2 avec le bêta slippage. Et en bleu, vous avez le levier 2 en propre qui, lui, n'a pas de bêta slippage. Ici, en abscisse, vous avez les jours. Donc, premier jour qui est le jour d'achat. Le jour 2, c'est le premier jour de cotation, etc., etc. Puis en ordonnée, vous avez la valorisation des actifs avec pour la courbe en bleu qui est la valeur de l'actif net. Ce qu'on constate, c'est ce qu'on avait déjà vu dans le tableau, mais en graphe, c'est peut-être plus parlant. C'est qu'avec le bêta slippage, l'ETF x2, en fin de compte, il a tendance à se déconnecter en fin de compte de votre indice, puis même des fois passer en dessous l'indice de référence ici. Et la courbe qui est en bleu, elle est strictement équivalente à 2 fois la courbe que l'on a en marron. Donc en conclusion, les ETF à effet de levier quotidien ont un bêta slippage associé qui peut détruire de la valeur dans des marchés qui sont sans tendance, c'est-à-dire les marchés qui yoyotent, et dans des cas vraiment assez exceptionnels avec des bonnes configurations, vous pouvez apporter énormément de levier en plus de votre levier que vous avez dans l'ETF. Alors le souci de ça, d'avoir énormément de levier et de courir après ça, c'est que quand même on a le levier qui augmente les chutes des valorisations parce que le levier il marche dans les deux sens, donc psychologiquement c'est quand même difficile à tenir. Et le deuxième souci, c'est que si vous prenez un ETF à levier puis que vous voulez éviter les marchés qui sont sans tendance, les tendances futures, vous en savez trop rien. Si je prends par exemple le tracker avec un levier 3 sur le Nasdaq tel que je vous l'avais montré, évidemment c'est toujours facile après coup de dire que ce que vous avez acheté ici en 2017, il fallait le garder même si on était là, parce que vous saviez que ça allait atterrir ici en novembre 2021. C'est quand même compliqué de se mettre en situation et de garder votre tracker en levier 3 long terme quand vous avez ce genre de chute. Ou quand vous avez comme ici ce genre de chute. Peut-être qu'ici, comme je l'ai déjà dit, on va passer en dessous tout simplement de l'indice Nasdaq. Vous allez créer moins de valeur avec votre levier 3 que le Nasdaq tout seul. Et vous allez pourtant passer par beaucoup d'amplitude. Par contre, prendre un levier personnel évite le bêta slippage. Mais à ce moment-là, évidemment, vu que vous allez avoir un prêt qui est constant, vous n'aurez pas l'effet du levier énorme que peut apporter ce genre de trend très haussier. Voilà. Et en complément, parce que je sais qu'on va me poser la question, moi personnellement, je ne prends pas de levier sur des actifs très volatiles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, premièrement, le levier, ça augmente votre probabilité de ruine, donc ça c'est mathématique. Et puis quand vous avez des leviers sur des actifs très volatiles, forcément, il va y avoir un jour dans votre vie d'investisseur où vous allez avoir une volatilité qui va vous mettre à mal en psychologie. Et moi, je veux toujours pouvoir bien dormir. Donc moi, c'est clair, en bourse, je ne fais jamais de levier. Ça ne veut pas dire que c'est bien pour tout le monde, chacun fait comme il sent, mais je vous donne là mon avis uniquement personnel. Bon voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo sur le bêta slippage. J'espère qu'il a pu vous apporter un éclaircissement de la valeur ou des compléments sur la façon dont vous percevez ce type de produit. Alors pour pouvoir soutenir ma chaîne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et je vous rappelle que je suis le rédacteur du newsletter mensuel qui est entièrement
gratuite qui est dédiée à la bourse, dédiée au stock picking. Donc pour vous inscrire, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir automatiquement mes dernières publications ainsi que tout un tas de trucs et astuces et de conférences que je réserve exclusivement à mes abonnés. Bon voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!